Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette table ronde ayant pour thème Retour au pays, une cause noble ou propagande organisée par l'Arbre du Voyageur, service d'insertion et d'intégration des Antillais du Canada. Je suis Sabine Montpierre, présidente de l'Arbre du Voyageur et je serai la modératrice durant toute la durée de cette table. L'organisme l'Arbre du Voyageur s'adresse aux nouveaux immigrants antillais en processus d'obtention d'un permis pour s'installer au Canada à durée permanente ou temporaire ou qui en détiennent un. Sa mission est d'offrir de l'aide et de l'accompagnement personnalisé où chaque Antillais soit outillé dans son intégration sur le territoire. J'aimerais aussi poursuivre en soulignant que l'arbre du voyageur est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé, et nous reconnaissons la nation Gahen-Guéé comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, sans plus tarder, je vais présenter nos panélistes. Est présente avec nous Madame Maëva Ramael, qui est d'origine martiniquaise. Elle est diplômée d'un master spécialisé ingénieur d'affaires industrielles de Toulouse. Elle est ingénieure en génie des procédés et environnement et termine actuellement une formation en ingénierie d'affaires industrielles. Elle est la présidente de l'ACPA, Association des classes préparatoires antillaises. Elle nous en dira un petit peu plus sur l'organisme tantôt. Bonjour, Madame Ramael. Alors, je vais Bonjour. poursuivre aussi avec les présentations. Nous avons Madame Anne-Emmanuelle Pic, qui est la présidente de l'association d'Aller virer Martinique Terre d'Avenir. Elle est diplômée d'un master en ressources humaines à Paris en 2015. Elle rejoint l'équipe de la fondatrice de l'association de la sénatrice Catherine Cocon et réussit son retour en pays en mars 2019 et elle est présente dès la genèse de l'organisme Aller virer Martinique Terre d'Avenir et elle nous en dira également un petit peu plus sur l'organisation tout à l'heure. Je vais également, alors attendez, faire admettre notre président. Un instant. Le président qui est monsieur Sérandon, Yann Sérandon, qui est le diplômé d'un master 2 en droit public. Il est le président de l'association Alévini Guadeloupe, dont la mission est d'accompagner le retour au pays des Guadeloupéens qui souhaitent revenir vivre dans l'archipel. Alors vraiment, bienvenue à vous trois. Se joignent à nous, on a une superbe grande table pour cette question du retour. Madame Marie-Noëlle Fedroni, qui est conférencière, coach en empowerment et leadership. Elle est fondatrice de Leaderdale. Elle est surnommée Dit l'éclaireuse parce qu'elle accompagne des femmes à être des leaders de leur vie et à rayonner. Elle est coach corporative certifiée ICF de plus de 1000 heures au Centre québécois de la programmation neurolinguistique. Elle est également formatrice et consultante en programmation neurolinguistique. Elle est installée à Montréal. Elle a expérimenté et elle expérimente encore le retour vers la Martinique. Elle l'a expérimenté pendant 1 an. Elle a eu un retour à Montréal. Elle est de nouveau en Martinique. Alors, elle nous partagera un petit peu son expérience sur la question du retour. Nous avons également Jennifer Antoine, qui est d'origine guadeloupéenne. Elle est étudiante à Montréal depuis 4 ans en administration des affaires, spécialisation, gestion des opérations et de la logistique à HEC Montréal. Elle est en fin d'année de son programme d'études et elle aussi s'exprimera sur la question du retour. Alors, bienvenue Jennifer. Bonjour. Sans plus tarder, je vais vous présenter les 2 derniers panélistes qui vont se joindre à nous. Il s'agit de Madame Pascal Herblon et de Monsieur Satyam Dorville. Madame Pascal Herblon, elle est une entrepreneure guadeloupéenne qui est passionnée de journalisme. Elle a fait ses débuts en 2008 en tant que première salariée de la société Ipol Future Multigroup, le groupe leader en France sur l'actualité des jeunes. Tour à tour journaliste, rédactrice en chef.
Elle devient en 2012 directrice des rédactions du groupe tout en continuant à développer tout le hub édito, permettant ainsi le développement d'une dizaine d'autres sites à l'international. Elle décide de partir à l'aventure en 2014 et avec deux autres associés, elle va fonder le groupe Outre-mer 360. Elle lance également Upgrade Forever, une société qui booste les projets pour accompagner patrons d'entreprises et acteurs de demain partageant des valeurs communes, telles que l'ouverture sur le monde, le brassage des cultures, et j'en passe. Elle est de retour en Guadeloupe depuis 2019. Elle est conférencière sur la motivation et s'adresse à des particuliers tout comme aux entreprises privées et publiques. Elle s'exprimera aussi sur cette question du retour. Bienvenue Pascal. Et enfin, notre dernier panéliste est Monsieur Satyam Dorville, qui est créateur de Table, un logiciel de gestion pour les restaurateurs. Il est ingénieur de formation. Il a travaillé pendant 10 ans à Paris dans le digital avant d'envisager un retour en Martinique en 2012 pour créer Carefully. Alors, bienvenue à vous deux. Nous avons vraiment une belle fourchette de panélistes et sans plus tarder, vous imaginez bien, ces échanges vont se tenir en présence de l'auteur Nadège Assaha, que je vais tout de suite admettre. Madame Nadège Assaha, qui est l'auteur du livre C'est décidé, je rentre en Guadeloupe et rien ne l'empêchera, qui partagera ses réflexions et conseils sur le retour au pays. Alors, Madame Nadège Assaha est une jeune Guadeloupéenne qui est engagée dans le milieu associatif de l'archipel, avec des expériences significatives dans le milieu diplomatique, notamment à Trinidad et Tobago, en République dominicaine aussi, et un double cursus en sciences politiques. Elle a fait le choix de retourner en Guadeloupe 5 ans après ce choix difficile, mais assumé. Elle nous livre son témoignage et ses conseils pour réussir son retour au pays. Donc, je vais vous donner la parole, Madame Nadège Assaha, sur votre ouvrage. Allez-y. Bonjour à tous et merci encore pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, très Parfait. bien. Voilà, donc effectivement, donc je suis l'auteur du livre C'est décidé, je rentre en Guadeloupe et rien ne l'empêchera, pour donner 3 points en fait qui ont motivé ma démarche. Alors j'aurais pu créer dans un premier temps donc une page Facebook, une page YouTube, une page Instagram et tout pour parler en fait de ce parcours d'une jeune qui rentre au pays. Mais il m'a semblé intéressant en fait de pouvoir écrire en fait cet ouvrage parce que finalement, comme on dit souvent, les paroles s'en vont mais les écrits restent. Et donc dans un premier temps, voilà, c'est ce qui m'a motivé à écrire cet ouvrage. Dans un deuxième temps, c'est montrer en fait qu'on peut passer par des difficultés lorsqu'on rentre au pays. On peut passer par différents échecs, mais que revenir, c'est pas une fatalité et que c'est pas impossible. On peut réussir justement en revenant. Donc ça, c'est le deuxième point qui motive ma démarche. Et le troisième point, montrer qu'on peut partir de rien. Donc finalement, moi, je n'ai jamais écrit de livre de ma vie. Hein. Ce bouquin-là, c'est le premier que j'écris et j'ai l'audace de le faire en auto-édition, c'est-à-dire que je n'ai pas d'éditeur, je l'ai vraiment fait moi-même et montrer qu'on peut aller vraiment, qu'on peut atteindre en tout cas un objectif qu'on s'est fixé. Et surtout aussi, à travers cette démarche, ce que je veux faire, c'est tordre le cou à ces idées reçues qui consistent souvent à dire qu'en fait, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail en Guadeloupe, il n'y a rien à faire en Guadeloupe et que rentrer, donc, c'est possible. Et avant tout, et avant de commencer cette table ronde, je tiens également à préciser que je respecte vraiment le choix des personnes qui n'ont pas fait le choix de rentrer. Ça fait partie donc de la vie, les gens qui ont envie de revenir, les gens qui n'ont pas envie de revenir, et que ce livre-là ne doit pas être conçu comme étant le livre militant pour permettre à ces personnes qui ont envie de rentrer. Chacun est libre de faire son choix. Moi, je l'ai fait. J'ai eu envie de raconter mon parcours parce qu'il m'a semblé intéressant de le faire à travers ce premier livre qui n'existait pas auparavant. Et voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. Et encore merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, merci beaucoup, Nadège, pour cette présentation. Je rappelle aux internautes qui nous suivent il y aura un tour de table. Donc, déjà avec nos intervenants, il va y avoir un second tour de table qui est prévu pour vous donner l'occasion de vous exprimer aussi sur cette question. Alors, vous pouvez inscrire vos commentaires ou vos questions dans le chat et au fur et à mesure, il va y avoir
je vous dirais, pendant une demi-heure de temps, on va pouvoir vous prendre connaissance de vos commentaires ou vos questions et les soumettre à nos panélistes. Alors, encore un grand merci à vous tous pour votre participation à cette table ronde. Madame Sahara dit, elle précise que ce livre a été publié parce que tout est parti d'un constat selon lequel, effectivement, de nombreux jeunes guadeloupéens comme martiniquais s'en vont, partent étudier, soit en France hexagonale ou soit à l'étranger. Mais ils sont aussi nombreux pour certains de revenir une fois leurs études terminées, mais que ce chemin de retour n'est pas toujours aussi simple qu'il le devrait. Alors, j'aimerais commencer avec vous, Madame Ramael Maeva. Vous êtes la présidente de l'ACPA, l'Association des classes préparatoires antillaises, dont la mission est de créer un réseau d'étudiants et de jeunes diplômés ultramarins de manière à ce qu'ils soient soudés et actifs dans le tissu économique des Antilles. Quel a été le constat justement de fonder l'ACPA? Et quel rôle joue l'ACPA sur le terrain? D'accord. Donc d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités à cette table ronde. C'est l'occasion aussi pour nous de rencontrer de nouveaux acteurs. Alors, le constat a été le suivant. Il y a à peu près 10 ans, l'ACPA a été fondée. Du constat où Frédéric Mazarin, qui est le fondateur, s'est retrouvé aux oraux, au concours de mines, et tout le monde était fondé en réseau. Ils se connaissaient tous. Et lui, il était finalement le seul Martiniquais. Il s'est dit, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas aussi fonder mon propre réseau avec les personnes qui sont passées par les classes préparatoires? De là a émergé l'ACPA. Et depuis, on essaye donc de teaser un réseau à différentes échelles. D'abord avec les élèves de classe préparatoire pour leur montrer qu'il y a une issue, qu'on est la porte ouverte finalement des grandes écoles pour eux et qu'il y a une suite après la classe prépa. Ce n'est pas juste une classe prépa et ensuite on ne sait plus quoi faire, ou en tout cas il y a une lumière au bout du tunnel. Également, lorsqu'on a terminé la classe préparatoire, comment faire pour rester soudés et se rencontrer, parler de sujets qui puissent nous intéresser. Et évidemment, on n'est pas spécifique sur le retour au pays, mais en tout cas, on veut donner un regard sur l'économie qu'il peut y avoir en Guadeloupe, en Martinique, mais également en Guyane, car pour nous, le lionnage est très important. Le lionnage avec les étudiants, donc la relation qu'on peut avoir avec eux. Le lionnage avec les entreprises, parce qu'on est en relation avec des entreprises comme Caraïbes Factory, par exemple, ou Contact Entreprise, qui est donc une association, et le lionnage avec d'autres associations, comme Guyane en Vol, qui est une association guyanaise, et comme Alévigny aussi, avec qui on a eu l'occasion d'échanger, de commencer à avoir quelques échanges pour continuer à rester en contact avec ces associations et montrer le tissu économique du pays. Parfait. Est-ce que Madame Pic, il en est de même pour l'association Aller Virer? J'aurai les mêmes questions pour vous. Quel constat avez-vous fait qui vous ont amené à fonder cette structure et surtout quels sont les défis que vous avez identifiés pour faciliter le processus du retour? Alors, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à cette table ronde. Alors, l'association Aller Virer, c'est d'abord un groupe de travail qui a été construit à l'initiative, comme vous l'avez dit, de la sénatrice Catherine Conconne. Et ce groupe de travail, il est parti d'un constat. Le constat que la Martinique perdait un grand nombre d'habitants chaque année. Donc, face à ce constat, le groupe de travail a décidé d'agir. Pour cela, une enquête a été créée pour identifier les freins, les éventuels freins et motivations au retour au pays. On attendait 1000 réponses. On a eu un petit peu plus de 8000 répondants. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin. Beaucoup de jeunes souhaitaient revenir en Martinique pour X ou Y raison. Donc, partant de cette enquête, on a créé 20 fiches actions qui constituent nos projets et on s'est professionnalisé en créant une association. Donc, l'association a plusieurs missions. Là, je vais vous parler de
trois missions, de nos deux missions majeures. Donc, chaque année, on organise la journée dédiée au retour au pays. Donc, c'est une journée durant laquelle toutes les personnes qui souhaitent rentrer en Martinique ou qui sont déjà sur le territoire, puisque les missions de l'association sont de lutter contre le dépeuplement de la Martinique, mettre en valeur l'attractivité du territoire, mais aussi de maintenir les forces vives déjà présentes sur le territoire. Donc, chaque année, on organise une journée dédiée au retour au pays. Donc, c'est une journée durant laquelle on a plusieurs intervenants qui échangent sur des questions de retour au pays, de création d'entreprise, l'art de vivre en Martinique, par exemple, et qui se clôture en général par un job dating. Donc, c'est le moment pour bon nombre d'entreprises qui ne trouvent pas preneur à certaines offres d'emploi de trouver leur perle rare et c'est le moment de mettre en relation les candidats avec les entreprises. Donc, on a aussi une plateforme numérique qui est en train d'être montée. Donc, c'est pour favoriser, faciliter le retour au pays de chaque personne qui souhaite rentrer, leur donner toutes les informations nécessaires au retour au pays, leur montrer qu'il y a des offres d'emploi, que le retour au pays, c'est possible. Et sur notre plateforme, chaque jeune pourra suivre étape par étape son retour au pays. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. La plateforme numérique est en train d'être créée. Et puis, nous organisons souvent des apéros à les virer, pardon. Donc, ce sont des apéros qui nous permettent de mettre en relation les personnes qui sont déjà rentrées sur le territoire pour se retisser un réseau et pour aussi leur permettre de trouver un emploi, puisque on a des recruteurs qui participent à nos apéros et ça permet aux participants de, pourquoi pas, trouver une opportunité. Donc là, on a des actions majoritairement basées sur l'emploi parce qu'on a constaté que c'est le premier frein au retour au pays. Si quelqu'un ne rentre pas, c'est parce qu'il a souvent pas de travail. Donc, on essaye de montrer, de communiquer au maximum sur les offres d'emploi. Et puis, on a un projet qui a vu le jour, donc c'est la résidence du retour. Donc, l'objet, c'est de permettre aux personnes qui souhaitent rentrer, mais qui ne sont pas forcément sûres de leur choix, on va dire. Donc, soit pour une période d'essai ou une courte durée, de tester leur retour avant de sauter le pas, on va dire. Et donc, on met à disposition un logement, se situe à Fort-de-France. Et voilà, donc ils peuvent tester leur retour au pays. Donc là, ce sont les actions majeures. On en a d'autres, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est de montrer que le retour au pays, c'est possible. Nous, on est là, on accompagne, on met en place de nombreux partenariats avec les acteurs clés du retour au pays, que ce soit la banque, des cabinets de recrutement, le Pôle emploi, des agences de déménagement, voilà, bientôt des agences immobilières, puisque quand on rentre, on veut aussi construire. Quand on est jeune, notre ambition, les ambitions de certains sont de construire, voilà, avoir son chez-soi. Donc, l'idée, c'est de vraiment favoriser le retour au pays, faciliter et montrer que c'est possible. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Pic, pour cette intervention. Je vois qu'il y a énormément d'actions qui sont déjà en œuvre sur le terrain, qui sont initiées. Et j'aime beaucoup cette période d'essai, d'ailleurs, que vous offrez, qui permet d'avoir, ça me rappelle beaucoup ici à Montréal, quand un jeune ne sait pas trop dans quoi il veut étudier, il peut aller regarder un petit peu certains programmes et puis on appelle ça l'étudiant d'un jour. Alors pendant une journée, il va être en immersion pour voir un petit peu si le programme l'intéresse et s'il veut vraiment s'inscrire. Et là, je retrouve un peu cette même dynamique avec ce que vous venez de mentionner, cette période d'essai dans laquelle la personne peut faire ce test. Est-ce qu'elle peut vraiment considérer que c'est un retour qui peut être fait ou pas? Vous avez parlé d'une plateforme numérique. Cette plateforme numérique, j'entends, de ce que je comprends, elle va pas simplement s'adresser aux étudiants qui envisageraient le retour, mais n'importe qui aurait fait une pause plusieurs années à l'extérieur de chez lui peut considérer qu'il peut profiter de cette plateforme numérique Tout à fait, tout à fait. Alors nous, on cible majoritairement les jeunes puisque ce sont les forces vives, mais notre association n'est pas fermée à toute personne plus âgée qui souhaite rentrer.
puisque sur la plateforme numérique, on va trouver toutes les informations nécessaires au retour au pays, que ce soit l'emploi, que ce soit Logement. le logement, les différents partenariats qu'on a, puisqu'on on n'a pas que des partenariats en lien avec l'emploi, on a des partenariats avec des agences de mobilité, on a un partenariat par exemple qui s'occupe de toute la gestion du retour au pays. Donc, il va chercher le logement pour la personne qui souhaite rentrer. Il va ouvrir le compteur d'électricité, inscrire les enfants à l'école. Voilà, c'est toute l'administration, on va dire, nécessaire pour un bon retour. En fait, c'est comme fait l'arbre du voyageur ici. Voilà. Pour ceux qui rentrent. C'est ça. Non, parce que nous, on pense qu'il faut vraiment faciliter le retour. Il y a beaucoup d'a priori sur le retour au pays. L'idée, ce n'est pas de dire que non, tout est beau, tout est rose. On sait qu'il y a des difficultés, mais il faut pouvoir donner la chance, donner la possibilité et accompagner ceux qui souhaitent revenir au pays. Puisque nous-mêmes, on l'a fait. On connaît les éventuelles difficultés, c'est vrai, c'est pas facile de trouver un emploi tout de suite, mais avec un peu de bonne volonté, quand on connaît les bonnes pratiques, on va dire, c'est comme ça qu'on essaye. Notre chargée de mission, Stéphie, elle fait un gros travail dessus, d'accompagnement à toutes les personnes qui souhaitent trouver un emploi en Martinique. Donc, voilà. Alors, je vais me tourner maintenant du côté de Monsieur Serrenton. Après avoir entendu l'intervention de vos collègues, autant Madame Ramael, Madame Pic, je vais vous donner la parole. Vous êtes le président de l'association à Lévigny. Comment l'association elle-même, elle agit sur le terrain dans cette question du retour? Tout d'abord, bonjour à tous et à tous les auditeurs de ce live. Merci beaucoup à l'Ordre du Voyageur pour cette initiative, parce que je crois que le retour au pays, c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on aborde. Il ne faut pas qu'on ait peur d'en parler. Et c'est la mission qu'on s'est donnée avec l'association à Lévigny, c'est d'en faire la promotion, puisque quelque part, on doit démystifier, comme a dit Nadège, et accompagner, comme a dit Anne-Emmanuel, des choses qui permettent, si vous voulez, de rendre des projets possibles. Et ça se passe aussi, comme le dit Maëva, dès la fin des études. C'est des parcours de vie et il faut y penser. Alors, nous, comme notre nom l'indique, on est le petit de l'association Aller Virer, puisqu'en fait, si vous voulez, comment ça s'est passé pour nous en Guadeloupe, c'est que moi, j'étais avec des amis, tout simplement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur le plateau. On discutait, on se disait, mais pourquoi, oui, un tel, après avoir passé, après le bac, il a fait quoi, oui, un tel, voilà. Et on s'est rendu compte que dans une classe d'âge d'élèves de terminale, ben, vous aviez une majorité de personnes qui n'étaient pas là 10 ans après, 15 ans après, ils n'étaient plus ici, ils n'étaient plus en Guadeloupe. Et chaque personne avait sa petite histoire à raconter dessus en disant oui, ah non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de boulot ici, ah non, il n'y a rien à faire en Guadeloupe, ceci, on ne donne pas la chasse aux Guadeloupéens, enfin bref. Et on s'est dit, bon, ben, si c'est dans cette situation, c'est que certainement, peut-être qu'il y a des institutions, des organismes, des associations qui se sont créées, qui ont fait quelque chose, ou même des politiques qui ont mis en place des dispositifs pour travailler sur la question, parce que c'est fort, ça existe. Donc, on a tapé sur Google, on a cherché, pour la Guadeloupe, on n'a absolument rien trouvé. Et du coup, on a décidé de s'adresser aux politiques. Donc, on s'est adressé à peu près à toute la classe politique guadeloupéenne à l'époque, que ce soit président de région, interco, maire, etc. Et c'est là qu'on a on a eu une réponse du député Olivier Servat qui s'est entretenu avec nous, qui nous a dit bon, ben, c'est un projet qui est intéressant et justement, je vous fais rencontrer une ministre, ça s'appelle Mme Girardin à l'époque, qui était la ministre de l'Outre-mer. J'ai l'impression qu'on vous perd un peu, M. Serrenton. Avant de en parler, allez-y, puisque c'est un sujet qui me touche. J'ai déjà porté des gammes aussi de mon côté là-dessus, mais bon, c'est dur à apprendre. Alors, on vous perd un petit peu, hein? On vous perd un peu. Vous m'entendez? Alors, est-ce que… Allez-y. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler des actions que vous êtes en train de mener? On ne veut pas vous perdre trop. Allez-y dans les actions. Alors, concrètement, non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc, en ce qui me concerne, donc après, nous avons été mis en relation par la ministre des Outre-mer qui nous a dit qu'il y avait l'association Aligri qui faisait un travail déjà en Martinique et de nous inspirer de ce travail parce qu'eux, ils avaient déjà des données statistiques et que c'était le moment de faire des études pour avoir quelque chose de concret. Et c'est à ce moment-là qu'on a été mis en contact avec Mme Concon. C'est là que j'ai fait la connaissance également d'Anne-Emmanuel. On a échangé, comme a dit Mme Concon, on a fait ce qu'on appelle un échange de technologies, un transfert de technologies, c'est son terme exact. Et sur la base de cela, nous avons lancé notre enquête et qui a révélé certaines nécessités, effectivement,
Bon, c'est pas exactement la même situation qu'en Martinique, où c'est peut-être un petit peu plus grave que chez nous, mais c'est quand même ça. Ça en prend la tangente. Donc, du coup, si vous voulez, par rapport à ça, ce que nous avons décidé de mettre en place, suite à l'enquête que nous avons constatée, nous sommes partis sur un volet plutôt institutionnalisant. C'est-à-dire que c'est vrai que nous avons démarré notre activité pendant le Covid. Donc, enfin, on a démarré notre activité peu avant le Covid. Et tout de suite après, c'était les mesures sanitaires, etc. On avait tout un planning d'événements à mettre en place. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. On s'est dit qu'on n'allait pas se laisser désemparer par cette pandémie mondiale. Et on a continué à travailler, développer plutôt des actions structurantes telles que nos plateformes. Donc, un peu à l'image de ce que disait Anne-Emmanuel, hein. C'est une plateforme numérique que nous avons mis en place également sur la Guadeloupe. Nous sommes plutôt sur un volet partenariat institutionnel en ce qui nous concerne. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai eu l'occasion de signer une bon, c'est la primeur. En tout cas, d'ici On vous perd beaucoup, Monsieur Serranton. Alors, le temps que Monsieur Serranton peut-être se reconnecte, on va faire un petit bilan, hein. Le petit bilan est bien clair, hein. Vous avez tous énoncé le fait que le réseau est important. Le réseau, la place du réseau permet de faire des jumelages, de faire du parrainage. Comme ça. Alors, est-ce que vous me recevez? Oui, allez-y, allez-y. Alors, voilà. Donc, c'est bon. Je suis sorti Alors, disons que par rapport à cette démarche, nous avons décidé de lancer un partenariat avec le Pôle emploi. Et avec le Pôle emploi, nous avons créé une base du retour au pays. Alors, qu'est-ce que c'est cette base du retour au pays? C'est-à-dire que tous les candidats au retour au pays, qu'ils soient dans l'Hexagone ou ailleurs, hein, qui souhaiteraient revenir en Guadeloupe, ben, ils peuvent faire simplement une démarche auprès de leur conseiller Pôle emploi pour signifier leur disponibilité à la mobilité vers la Guadeloupe. Et ils vont apparaître sur une base de données. Et cette base de données, qui est officielle, hein, qui est gérée en back-office par le Pôle emploi, qui va directement renvoyer vers notre plateforme. Et nous faisons la mise en relation avec tous les syndicats d'employeurs, les organisations professionnelles, pour valoriser cette base de données, pour faire en sorte que les candidats au retour puissent être mis en relation directement sur la plateforme vers les employeurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, je dis n'importe quoi, on a déjà envie de rentrer, ou bien Maëva, elles ont envie de rentrer, eh bien, elles vont sur elles sont en situation de recherche d'emploi. Elles vont voir leur conseiller. Elles disent qu'elles sont disponibles à la mobilité, peu importe qu'elles soient au Havre, en Auvergne, à Nice, peu importe où elles soient, même peut-être que j'imagine que c'est des démarches qu'on puisse faire à distance. Et à ce moment-là, elles vont apparaître, leur profil va apparaître directement sur notre base de données. Et à ce moment, nous, via notre portail, les recruteurs pourront disposer de leur profil et des concernés directement. Alors, il faut savoir que ça, pour nous, c'est une victoire parce que c'est un travail qui était très, très long avec les services de l'État, puisque, comme vous l'imaginez, ça met dans ça peut poser certaines difficultés d'ordre juridique, puisque c'est un service public, parce qu'il y a également des questions de non-discrimination à l'embauche. Mais c'est vrai que c'est un combat très, très long. Ça nous a pris plusieurs mois. Et avec le soutien du directeur à l'époque, Olivier Pelvoisin, qui était le directeur régional de Pôle emploi, qui nous a donné un très fort soutien au niveau des ministères, de son ministère de tutelle, pour faire en sorte que l'expérimentation démarre. D'ailleurs, à ce titre, nous sommes en pourparlers pour développer la même expérimentation à La Réunion, puisque nous accompagnons de la même manière que l'association Aliviré nous a accompagnés. Mais nous essaimons également à La Réunion avec l'association Réunionnais Retour au pays. D'ailleurs, je sais on essaie de se mettre on va dire, au diapason avec la Martinique, justement pour pouvoir déployer le même dispositif, puisque bon, c'est vrai que ça a coûté, c'est un projet qui était très coûteux, puisque au final, la plateforme, le financement de la plateforme, c'est près de 400 000 euros, qui a été de subventions qu'on a pu obtenir de l'État. Donc, tant qu'à faire, l'idée était de justement généraliser le dispositif et de permettre à La Réunion et à la Martinique de disposer de notre travail de la même façon que la Martinique nous a aidés quand on a eu des besoins au niveau de l'enquête. Donc voilà. Et cette idée, comme vous l'avez tous dit, hein, l'union fait la force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Guadeloupe par là, Martinique par là, ou bien de Nadège, il y a écrit son livre, Maëva, qui gère son association voilà, ou bien l'autre, le jeune, j'ai oublié le nom, qui tout à l'heure va intervenir, qui a créé son application. On est ensemble, avec l'Arbre du Voyageur, on est ensemble, on doit apprendre à fonctionner en réseau
et faire tout ce qu'on a appris nous, on Exactement. peut le transmettre et s'aimer. Et ce qui est très important dans cette affaire, et je le dis parce que je passe beaucoup de temps à le faire sur les plateaux télé, en radio, comme Nadège le fait, comme d'autres, comme Annie Manuel le fait, on fait un travail psychologique. Parce que avant tout, l'idée du retour au pays, c'est un déclenchement psychologique. Mhm. Et méfiez-vous parce que le déclenchement, finalement, c'est pas forcément les jeunes, quoi. Et on n'encourage pas spécialement les jeunes à rentrer tout de suite parce que c'est le voyage comme la jeunesse. Il faut apprendre, il faut voyager, il faut se former. On peut avoir envie de rentrer tout de suite après ses études, ça c'est sûr. Mais il faut qu'on puisse, nous, on va dire notre cible, notre cœur de cible, c'est souvent des Guadeloupéens qui ont passé 10 ans, 15 ans à l'étranger et qui ont envie de rentrer chez eux, qui en ont marre parce qu'ils se sentent peut-être projetés là où ils sont, ou bien ils ont appris tellement de choses ailleurs, ils se disent, mais j'aurais pu donner ça à mon pays. Ou bien c'est des gens aussi qui ont envie de faire leurs enfants grandir chez eux, parce qu'ils ont envie que leurs enfants grandissent en Martinique avec d'Achine, en Guadeloupe avec des IAM. Ils ont envie que leurs enfants connaissent le poids d'Angole, le petit ponche. Ils ont envie que les enfants puissent profiter du moringa pour en faire quelque chose de sacré, peut-être développer une activité économique dessus. Le moringa, le zébapé. Vous voyez, il y a des tas de choses qu'on peut développer aussi chez nous. Alors justement, par rapport à tout ça, tout ce que vous dites, ça m'amène vers une nouvelle question que j'aimerais vous poser à vous trois. Est-ce que vos structures vont intervenir dans le défi de la reconstruction? Parce qu'on le sait, quand quelqu'un immigre, si on reprend le processus inverse, quand quelqu'un immigre pour aller dans un pays étranger, ça implique des changements qui se font dans sa vie, autant familiale, autant sociale, autant professionnelle et environnementale. Donc, ce sont des défis qui l'amènent à se reconstruire, à reconsidérer sa façon de vivre, ses comportements, parce que tout est différent. Ça demande pour lui d'avoir pour elle, cette personne, un peu d'estime de soi plus stable, un peu plus de confiance en elle, et en même temps, il y a l'éloignement du pays qu'elle a quitté. Maintenant, quand on fait le processus inverse, après être resté un certain nombre, une grande pause, je dirais, à l'extérieur de son pays d'origine, comment est pris en main ces personnes-là pour les aider dans cette reconstruction au pays? Parce que là aussi, il faut tout revoir. On est d'accord? Ça, c'est sûr. Et je rebondis tout de suite sur la question. Je laisserai mes collègues parler après par la suite. Allez-Vini n'a pas la vocation à se substituer à tout ce qui existe en Guadeloupe pour pouvoir justement accompagner les individus. Il faut savoir qu'il y a énormément d'associations et d'acteurs associatifs, d'organismes publics, privés, qui font du développement personnel, qui font de l'accompagnement au retour. Par exemple, nous, on a un partenaire qui s'appelle Mobility Outre-mer, avec lequel on travaille, qui va, par exemple, aider la personne à faire ses démarches, comme disait Anne-Emmanuel tout à l'heure, inscription à l'école, rapport de mon compteur, etc. Vous avez l'agence, alors vous avez une agence du logement dont j'oublie le nom, mais qui accompagne même le financement pour l'acquisition de logements, qui est un de nos nombreux partenaires. Ils m'excuseront de ne pas avoir pu les citer ce matin. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'idée, c'est de fédérer et de servir de porte d'entrée. Ça veut dire que chez nous, le portail, c'est une porte d'entrée. C'est un peu comme ça qu'Anne-Emmanuel a dit. Je pense que c'est un peu son état d'esprit également. Porte d'entrée, on arrive ici, on va vers, on ventile. Il faut savoir aussi que quelque part, ces personnes qui rentrent, parfois elles-mêmes, elles sont la solution à leurs problèmes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont revenir en Guadeloupe, qui sont des coachs certifiés, qui ont fait toutes les grandes places de conférences du monde entier et qui vont arriver en Guadeloupe, on se rend compte, wow, mais en Guadeloupe, il y a énormément de besoins en matière de coaching parce qu'il y a des gens justement qui veulent revenir au pays et pour apprendre et qui ont besoin de ça. Donc aujourd'hui, c'est nous-mêmes, c'est la communauté Allez-Vini qui va permettre de faire aux Guadeloupéens, la communauté Allez-Virer en Martinique, toute la communauté, comme vous les appelez, les virés, comme vous les appelez, Anne-Emmanuel, et qui vont permettre aussi de remplir ces missions. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il veut qu'on voit les choses parce que, et je le dis franchement, aujourd'hui, quand on a démarré notre association Allez-Vini, mais les gens, ils attendaient tout de Allez-Vini. Il y en a qui étaient déçus. Ils attendaient tout. Ils se disaient, ah ouais, vous avez pris ça, c'est super, continuez, allez-y, on est avec vous. Attendez, j'ai dit, oh, calmez-vous, les gars. On a lancé quelque chose,
mais on a besoin de vous. On est une petite dizaine, on n'est pas des pros, on a des vies à côté, on a décidé de prendre une partie de notre temps pour aider notre pays, pour relancer le pays, mais ça veut dire que vous aussi, il faut vous en emparer. Et on le voit. Aujourd'hui, les médias le font, aujourd'hui, des livres s'écrivent, aujourd'hui, d'autres choses se font, et c'est génial. Et nous, c'est tout ce qu'on veut, en fait. Parce que chaque personne doit prendre sa place. Moi, j'ai pas la capacité de Nadège d'écrire un bouquin. J'ai pas son expérience d'ex-diplomate dans la Caraïbe, la voyager, cette fille. On a déjà beaucoup échangé par le passé. Je sais pas, ingénieur comme Maëva, toutes ces choses, c'est des énergies qui vont converger, en fait, et qui vont, si vous voulez, faire en sorte que on puisse reconstruire une Caraïbe ultramarine, guadeloupéenne, martiniquaise, même dans la Réunion également, faire qu'on se construise ensemble avec nos talents. Donc, c'est pas nous seulement, je conclue dessus, c'est pas nous seulement, c'est nous avec tous ceux qui veulent. Voilà. Parfait. Alors, j'entends avec tout ce que vous avez dit, autant Madame Pic, Monsieur Serrenton et Madame Ramael, que le réseau est important. La place du réseau est comme le cœur pour faciliter l'intégration lors du processus du retour. La mise en place aussi de mettre des partenariats avec des structures, ça a été un des défis, mais aussi un des enjeux, une des clés majeures pour faciliter le processus du retour. Et également, le retour, c'est aussi aider chacun à se réapproprier un petit peu aussi de sa vie, se réapproprier de ses coutumes, de se réapproprier une autre qualité de vie. Alors pour cela, j'aimerais justement entendre, je vais poser la question à Monsieur Dorville, parce que parmi nos panélistes, il y a également ceux qui ont expérimenté le retour au pays. Et Monsieur Dorville est revenu en Martinique après quelques années d'absence au pays. Alors justement, Monsieur Dorville, comment et je dirais quand et comment la question du retour s'est posée à votre niveau? Bonjour à tous. Déjà, merci à tous ces représentants du milieu associatif pour nous montrer ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que ça donne beaucoup d'énergie et moi, je me suis investi dans le milieu associatif il y a quelques années quand j'étais à Paris. Là, je suis un petit peu plus en retrait et je trouve que ce renouveau est très rafraîchissant et j'espère qu'il va se pérenniser dans le temps. Et je trouve que par rapport à ce qui pouvait exister à mon époque, je suis pas vieux, mais je pense qu'il y a quand même des vagues. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus de synergie, beaucoup plus de digital et je pense que ce sont des choses qui peuvent permettre de pérenniser les choses parce que on avait l'habitude effectivement de vagues qui montaient et qui redescendaient et pour le moment, je vois que cette vague, elle est bien partie pour rester très haute. Donc félicitations à vous. Et oui, je trouve ça aussi très intéressant à chaque fois le travail entre des initiatives citoyennes, des politiques et le monde économique et que autant à Léviré qu'à Lévigny, il y a cette dynamique-là sur ces trois mondes et je trouve que c'est un bel exploit. Et moi, comment le retour au pays, l'envie de retour au pays est arrivée? Je pense que moi, je travaille à Paris et je pense que quand on approche de la trentaine, qu'on habite en Guadeloupe, en Martinique, qu'on soit de la Guadeloupe, de la Martinique ou de province, on a envie de trouver un mode de vie un peu plus agréable. Quand on pense à avoir des enfants, quand on pense à passer un peu moins de temps au travail et à équilibrer un petit peu sa vie. L'idée du retour au pays et c'est imposé un peu à moi comme ça. Mais aussi, j'ai eu aussi, alors contrairement à l'idée classique du retour au pays où on veut absolument rentrer au pays, mais on bloque. Moi, c'est par la porte entrepreneuriale que je suis rentré, par la création d'entreprises, et j'ai eu une opportunité d'entreprise qui pouvait se faire comme Martinique et en Guadeloupe. Donc, et qui pouvait une idée et donc qui était Carrefourly, la location de voitures entre particuliers, et donc du coup ça a précipité le départ et donc l'intégration effectivement elle s'est faite dans des conditions on va dire un peu idéales. C'est le projet qui s'est appelé à moi et plutôt que de forcer le retour au pays. Mais je pense que
c'est peut-être un peu court de décrire ça comme ça parce que, et je pense que c'est ça le message que je veux faire passer, c'est que le retour au pays, ça se prépare. Et je pense que je préparais les conditions de ce retour depuis de nombreuses années. Et par le réseau, comme on a dit, par mon action associative à Paris, on avait organisé la journée Outre-mer Développement, on l'organisait depuis, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Et donc, du coup, je pense que je connaissais une grosse partie du milieu économique local. Je connaissais les fonctionnements, les dynamiques. Et donc, du coup, le retour au pays en lui-même s'est fait quand il y a eu l'opportunité. Donc, c'est beaucoup plus facile quand c'est comme ça que quand on se dit, bon, je se réveille un jour et puis on veut tout aligner, on veut que les planètes soient alignées pour que le retour au pays se fasse à ce moment-là. Je pense qu'il ne faut pas être déconnecté. Je pense que même à la base, le gros problème qu'on a, et je pense aussi que c'est peut-être un enjeu pour les associations, c'est le départ qu'il faut pouvoir gérer. C'est une fois que les gens sont partis, c'est très dur de les récupérer. C'est très dur de garder le contact. Comment on fait pour garder le contact avec le pays, même au début, même quand on part, c'est pouvoir, je sais pas moi, comme il faut qu'on soit toujours en lien, mais quand je parle de contact économique, je parle de contact professionnel, je parle de les gens rentrent pour leurs vacances, etc. Mais quand on rentre pour des vacances, on commence sa carrière à Montréal ou à Londres, et on rentre 10 jours en Martinique, on fait aucun rendez-vous professionnel, on est là vraiment pour déconnecter. Mais c'est comment continuer comment créer ce lien dès le départ. Et le retour est beaucoup plus facilité quand c'est comme ça. C'est pas, c'est je vais pouvoir rentrer quand l'opportunité va se présenter, tout simplement. Et c'est vrai que les opportunités peuvent être rares. C'est vrai que sur certains secteurs, ben, il n'y a pas d'opportunité. Si vous travaillez dans l'aéronautique, vous allez toujours beaucoup plus travailler à Toulouse qu'au Lamentin ou à Jarry. Donc voilà, mais il faut le savoir dès le départ. Et je pense que la préparation, mais c'est pas une préparation active, c'est une préparation de veille. C'est de savoir quels sont les métiers qui recrutent, quels sont les acteurs, quelles sont les dynamiques, quelles sont les tendances, quelles sont les entreprises, les associations qui travaillent sur le terrain, etc. C'est comment on arrive à, à être dans un état d'esprit où je ne vais pas rentrer tout de suite, mais je me prépare déjà. En partant, je prépare mon retour. Et quand il y aura ce déclic-là, bah, ce sera beaucoup plus facile et je pense que ce sera beaucoup plus automatique que là, on est dans une situation où effectivement, faut aller ratisser, faut aller chercher les gens dans toutes les campagnes pour les mettre en relation avec les bonnes offres d'emploi. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, il y a plein d'offres qui sortent et pour avoir vécu ça aussi, il y a plein d'offres qui ne sont pas pourvues. Le matching ne fonctionne pas super bien. Et voilà, moi, je suis sur un secteur, le logiciel, mais sur la restauration où je parle pas d'ingénieurs, je parle pas de directeurs commerciaux, je parle de serveurs, de cuisine, de chefs de cuisine, etc. Ce sont des métiers où les gens n'arrivent pas à recruter en Martinique et en Guadeloupe, où il y a une tension, et c'est terrible. Ce sont des métiers qui sont accessibles à tout le monde. Et moi, je peux pas comprendre qu'un Antillais aille faire de la cuisine, à Londres et qu'il y ait toutes ces offres d'emploi qui ne soient pas pourvues. Et voilà. Comment ça s'est passé pour vous, le retour? Est-ce que vous avez rencontré des défis et est-ce que les choses ont été assez facilement pour vous? Et comment vous avez trouvé des solutions justement pour faciliter votre retour? Mais comme je disais, le retour s'est passé très facilement parce que je l'avais préparé en amont, parce que j'avais ce réseau en amont, parce que je savais ce qui se passait, parce que je connaissais les acteurs personnellement, parce que j'avais déjà dans mon carnet d'adresses tout un tas de chefs d'entreprise, de responsables dans des institutions, etc., dans des collectivités, etc. Donc voilà, je dois dire que je n'ai pas rencontré de difficultés professionnelles ou personnelles à mon retour au pays. Mais c'est grâce à cette préparation et voilà. Et s'il y a pas ça, c'est vraiment difficile. J'ai pas eu haché de boulot en Martinique. Pour donner un exemple, entre Carrefourly que j'ai vendu
et Table, ma nouvelle société, j'ai travaillé pendant 1 an en Martinique. Au bout d'une semaine, j'ai retrouvé un job parce que justement, j'avais tout ce travail de réseau qui, entre le moment où j'ai arrêté la société, le moment j'ai envoyé un mail le jour même. Le lendemain, j'avais des entretiens. J'ai commencé la semaine après. Donc, voilà. Mais je pense pas que ça soit parce que j'ai un talent particulier. C'est vraiment une préparation et de se dire que il y a un jeu, enfin un game entre guillemets qui est différent. Le jeu ne marche pas par on va sur Monster et on Non, balance 50 on envoie CV. son CV. Ça Voilà. prend des préparations. Voilà, Ça c'est une prend une vraie. préparation humaine, une Ok, préparation humaine. Et, c'est ça. c'est vrai que beaucoup de gens disent oui, mais bon, c'est alors les gros mots, on va tout de suite sortir les gros mots du copinage, comment on appelle ça, enfin la cooptation, on va dire un petit peu négative, le fait qu'on recrute par relation, mais je pense que ça a beaucoup plus de force, beaucoup plus de chaleur par rapport à et c'est beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit, en fait. Ok. Et c'est ce qui est important, c'est que quand on fait cet effort, quand on comprend comment ça fonctionne, n'importe qui peut arriver et créer des relations parce qu'il a quelque chose à apporter sur son secteur, sur son domaine, etc. Et le seul truc, c'est il faut pouvoir se dire que effectivement, le relationnel et la compréhension du fonctionnement, c'est le plus important et c'est là où il faut investir du temps et c'est là où il faut faire les bonnes choses. Et Tout à l'heure, comme je Monsieur Sélandon parlait que, il y a une qualité de vie qui est, ben, qu'on retrouve quand on revient chez soi et on redécouvre certains produits. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est vrai, ça? Bien sûr, bien sûr. Alors il y a deux choses. Il y a et il a très clairement dit et de manière assez directe et que j'ai beaucoup apprécié. Quand on n'est pas chez soi, on n'est pas chez soi. Donc on se sent un peu toujours exclu ou mal à l'aise et euh, sans faire de politique. Moi, mon retour aussi a été motivé par un contexte social et politique en France qui n'était pas forcément très agréable autour enfin des Noirs, des Arabes, tout ça, Oui. voilà, de l'islam, enfin, de tout un tas de trucs où je me sentais pas forcément à l'aise et je me sentais pas forcément chez moi, je me sentais pas forcément, voilà. Et donc du coup, le fait de se sentir chez soi, c'est la première chose. On a plus de relations, on a plus de vie sociale. Quand on est chez soi, forcément. On dit aussi beaucoup qu'il y a plus de choses à faire à Paris, l'offre culturelle, etc. Mais moi, je fais 40 000 fois plus de choses en Martinique parce que plus de vie sociale et donc plus d'opportunités de faire des choses et voilà. Et puis bon, il y a des trucs un peu basiques et un peu voilà, mais moi, tous les matins, je sors de chez moi, je vois la baie de Fort-de-France jusqu'aux Trois-Îlets et c'est quelque chose qui est juste magnifique. Moi, quand j'étais à Paris, un truc qui m'oppressait, c'était d'arriver dans la rue, de lever la tête et de voir que le haut des immeubles aux quatre coins de l'horizon. Et ça, et j'avais un vrai sentiment d'oppression par rapport à ça. Et donc, l'environnement naturel, surtout quand on a des enfants, l'environnement social, l'environnement culturel et qui est plus fort parce qu'aussi on se sent beaucoup plus proche de sa culture. La découverte est importante, l'échange avec les autres cultures c'est important, mais voilà. Mais aussi j'ai envie de dire, rentrer c'est pas s'enfermer dans sa culture, dans une culture antillaise. On peut tout à fait vivre cet échange culturel en Martinique, en Guadeloupe. Il y a des lieux qui sont plus ouverts et voilà. Faut pas non plus avoir peur de s'enfermer. Il y a des lieux qui ont une petite atmosphère parisienne en Martinique et je trouve ça très agréable aussi que ça existe au-delà des lieux qui sont beaucoup plus fortement culturels, locaux. Donc voilà. Donc l'équilibre, en tout cas, c'est possible de le trouver en Martinique et en Guadeloupe, moi, pour pouvoir connaître les deux. Moi, je suis moitié-moitié. Alors, je vais y aller avec Pascal. Je vais entendre Oui, son point de vue elle-même. voilà. Pascal, vous êtes retourné en 2019 en Guadeloupe après avoir eu une absence pendant un certain temps, autant en France, autant à Montréal.
vous revenez en Guadeloupe. Qu'est-ce qui a amené se déclencher ce retour-là dans un premier temps de votre côté? Comment s'est posée cette question du retour et est-ce que vous rejoignez Satiam dans son commentaire? Alors déjà bonjour, merci à tous de vos discours. Je suis agréablement surprise vraiment de tout ce qui a été dit parce que le temps a l'air parfois très long et on se rend compte que malgré tout, qu'en si peu de temps, il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, je suis entrée plus précisément en 2017 et tout ce qui a été dit auparavant par les deux porteurs d'associations, que ça soit en Martinique et en Guadeloupe, lorsque je suis entrée en 2017, le paysage était plutôt en tout cas à mon niveau, je parle encore de mon expérience, était plutôt vierge en fait de ce genre d'initiative. Donc c'est vrai que lorsque je suis rentrée en 2017, qui a été principalement motivée par un projet de famille, disons que avant tout, lorsque je suis rentrée, moi je suis quelqu'un de très soleil, très nature, donc on va dire que j'étais très très contente de rentrer en Guadeloupe pour retrouver ma famille, retrouver le climat. L'hiver, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, étant donné que c'était un projet familial, mon attention était particulièrement positionnée sur ça. Donc disons que j'ai fait le chemin, je dirais pas inverse, mais autre, à savoir que avant de baliser tout ce qu'il y avait à baliser en termes de matériel, de réseau, j'étais d'abord rentrée pour quelque chose de purement personnel et un développement personnel qui m'était propre. Ensuite, disons que à mon niveau, ce que j'avais constaté et regretté, c'est que c'est vrai que lorsque je suis rentrée du moins en Guadeloupe, le réseau avait été un petit peu difficile pour moi dans un sens, c'est-à-dire que où je rejoins Satiam, c'est qu'il faut effectivement se préparer pour rentrer. C'est vraiment le mot que je dirais. Mais je pense qu'avant, effectivement, de se préparer matériellement, en réseau, etc. C'est vraiment une préparation psychologique parce que pour moi, rentrer, c'est comme une femme qui veut avoir un enfant, c'est-à-dire qu'elle va toujours attendre que tous les astres, comme il disait, se connectent, que tout soit parfait. Mais en vérité, tu peux peut-être avoir tous les éléments et puis finalement, quand tu rentres, tu vas toujours avoir peut-être des moments. Tu vas un peu être désappointé sur ci ou ça. Tu vas dire ah non finalement c'est pas ce que je voulais, etc. Mais c'est vraiment psychologiquement quand tu rentres chez toi. Être au courant de la réalité du terrain, et c'est quelque chose que mon compagnon me répétait souvent. Il me disait, voilà, toi, tu as une manière de fonctionner qui était comme ça, ta manière de faire et de vivre était de cette manière-là. Sois consciente que sur place, ça se passe de telle et telle manière. Donc, la préparation d'abord se fait psychologiquement parce que c'est vrai que les interactions ne se font pas de la même manière en Guadeloupe, aux Antilles, qu'en métropole ou au Canada. Et je suis encore une fois très contente de savoir qu'il y a des plateformes qui sont créées, que ça soit en Martinique et en Guadeloupe, pour permettre ces intégrations. Parce que moi, les choses que j'ai connues, par exemple, à Montréal, c'est que très facilement, c'est pas un pays qui m'appartient, c'est un pays dans lequel j'ai pu m'insérer assez facilement, mais j'ai rapidement trouvé les infos de réseautage. Donc, aller à tel endroit, dans tel bar, dans telle soirée, dans tel truc, il va y avoir une communauté de personnes qui vont se rencontrer, qui vont discuter, qui vont partager les informations, etc. Alors qu'ici, j'ai trouvé que l'information était plutôt pauvre et de savoir qu'effectivement, disons que ces structures sont aussi mises en place aujourd'hui en 2021. Ça prouve que le temps va super vite maintenant et que les choses se font à une vitesse assez intéressante. Et donc voilà, donc pour ma part, moi, le retour a été j'avais une problématique double, c'est-à-dire est-ce que je restais dans le milieu du salariat ou de l'entrepreneuriat. Donc du coup, c'est vrai que au niveau du salariat, j'ai été un petit peu désappointée parce que effectivement, je pense que ma manière de fonctionner n'était pas en accord en fait avec ce qui se faisait, enfin la réalité du terrain. Mais au-delà de ça, les opportunités étaient quand même réelles. Mais je suis très surprise et agréablement surprise sur le volet que j'ai décidé d'entreprendre, qui est la partie entrepreneuriale, où, comme on dit chez nous, on a cette capacité, on est tous des entrepreneurs dans l'âme quelque part aux Antilles en fait. On a vraiment cette résonance du coup de main, cette résonance de baillon mon fosse, etc. Et du coup, le réseau à ce niveau-là, entrepreneurial, on va dire, c'est fait avec assez de facilité parce qu'on est très dans le contact,
partout dans le monde, le réseau, c'est important. À Paris ou à Montréal, c'est facile de discuter avec X ou personne à la fin d'une soirée, etc. Mais là, ici, il y a un truc affectif, entre guillemets, qui se met plus facilement en place parce qu'on a les mêmes codes, on a les mêmes. Il y a des résonances qui se font au-delà de nous-mêmes. C'est des choses qui nous dépassent, en fait. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut pas forcément toujours expliquer. Et donc, du coup, à ce niveau-là, ça a été assez une belle vague de chaleur pour moi en termes de développer ce réseau à ce niveau-là, côté entrepreneurial et côté self-made, en fait. Pascal, vous avez, par rapport à votre retour, vous dites que ça s'est quand même bien passé, même s'il y a eu quelques défis, hein, mais ça s'est quand même bien passé. Est-ce que vous auriez des conseils, des solutions que vous voyez qui peuvent être mis en place à court terme ou à long terme, hein, pour optimiser plus facilement l'intégration lors du retour, du processus du retour? En fait, je pense que déjà, le travail que M. Serronton fait en Guadeloupe est déjà hyper intéressant. Après, c'est vrai que, enfin, dans ma logique de pensée, je suis pas certaine que tout le monde ait le réflexe de vouloir passer par la case Pôle emploi. Donc ça, c'est bien pour une catégorie. Et comme il disait, après, c'est à tout le monde de faire le réseau. Mais c'est vrai que quand chaque personne rentre, ou alors les gens qui sont sur place, tout le monde est un petit peu dans sa petite vie et tout le monde a envie de donner un peu mais c'est vrai que il y a des gens qui sont faits pour certaines actions et il y en a d'autres qui s'occupent d'autres actions. Et la plateforme qui a été mise en place, moi qui l'a mis en place avec son association, c'est déjà un super truc. Mais c'est vrai que moi qui viens du digital, avant cette conférence, hein, encore une fois, le temps il passe tellement vite. On s'est rencontrés la semaine dernière. Aujourd'hui, j'en apprends encore des choses. Mais c'est vrai que moi qui viens du digital, j'aurais trouvé peut-être intéressant, mais ça, je dis ça sans avoir fait d'études ni quoi que ce soit sur la faisabilité de la chose, mais peut-être avoir une espèce de vitrine en fait sur le net où en fait quels que soient les acteurs, qu'ils soient qui passent par la case Pôle emploi, qu'ils soient du privé, qu'ils soient du salariat, qu'ils soient de l'entrepreneuriat, etc., une espèce de plateforme de retour, si on va dire une plateforme de retour au pays sur laquelle en fait on pourrait émarger en fait les différents profils et quel que soit l'individu qui a envie peut-être de piocher, se dire que voilà, dans mon taux de recrutement, j'aimerais qu'il y ait telle ou telle personne qui revienne au pays et qui soit dans mon crew, ou alors j'ai peut-être besoin j'ai des besoins en particulier au lieu d'aller taper sur des gens qui sont pas d'ici, enfin de la Guadeloupe, puisque ça arrive souvent, malheureusement, on entend souvent ici des personnes qui sont recrutées et qui je dirais, qui sont les bienvenus ici, hein, mais qui n'ont pas forcément tout le bagage affectif et tout ce qu'on a apporté, nous qui sommes nés sur nos terres et qui avons envie de rentrer. C'est vrai que avoir une espèce de plateforme, un truc comme un Netflix un Netflix en images des personnes qui rentrent, où en fait visuellement c'est hyper appétant, c'est hyper attractif. Voilà, tout comme Instagram, où on a la capacité technique aujourd'hui d'avoir des choses visuelles et des choses fraîches et rafraîchissantes, où on peut trouver, en fait, on clique, on regarde les visages, on regarde les profils, on slide, on passe d'un profil à un autre et on se dit, bon, voilà, moi, dans mon crew, je veux recruter quelqu'un qui retourne au pays, pardon, et on sélectionnerait éventuellement. Mais après, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours la communication, quels que soient les outils qui seront mis en place, que ça soit ce qui a été fait en Martinique ou en Guadeloupe, c'est vraiment pouvoir, comment dirais-je, démocratiser l'information à ce niveau-là. Bon, Satyam, il a eu beaucoup de chance parce que lui, il a comment dirais-je, il a couvé en fait ce réseau qu'il avait entre la métropole et la Martinique ou la Guadeloupe, donc il a gardé le lien. Il y a des gens qui, comme moi par exemple, se sont complètement déconnectés du réseau entier et qui ont envie de rentrer parce qu'ils ont de la famille, parce qu'ils ont envie justement de faire manger leurs enfants des patates et des poyos, mais en fait finalement même quand on est déconnecté, on a envie de pouvoir savoir en fait quelles sont les actions et du coup on se dit bon, je veux savoir, je suis motivée, je veux rentrer, mais comment fais-je pour savoir ce qui existe? Parce qu'il y a tellement de sources un petit peu partout. C'est vrai qu'il y a plein de développements de personnes qui font du développement en coaching, plein de choses, plein de gens qui font plein de trucs, mais finalement, il y a plein de petites actions qui sont partout
Et finalement, on ne sait pas tout de suite, en tout cas, où piocher et où un truc qui centraliserait l'ensemble des choses et qui ferait que, bon, voilà, finalement, on va là et puis c'est fini, on sait. Peut-être, à voir. Parfait, parfait. Mes amis, si vous le saviez, là, ça pète le feu dans le chat. Il y a plein de commentaires, il y a plein de questions. Nadège répond entre-temps pour permettre aux personnes d'avoir d'obtenir les réponses qu'ils souhaitent, mais c'est sûr, il va falloir quand même qu'on vous les partage. Alors, il nous reste à écouter, et merci encore Satyam avec Pascal pour vos commentaires. Ne partez pas, hein, parce qu'on a besoin encore de vous entendre. Je vais tout de suite y aller avec Marie-Noël et je profite pour aussi admettre notre Jennifer Antoine. Alors, Marie-Noël, nous partons de votre côté. Vous êtes installée à Montréal, Marie-Noël. Vous avez expérimenté le retour vers la Martinique et pendant 1 an, puis un retour à Montréal, et maintenant vous êtes encore en Martinique. Alors, dites-nous, dans cet aller-retour que vous avez vécu, est-ce que vous avez vécu du choc culturel? Est-ce que dans cet aller-retour, vous pouvez identifier des enjeux qui pourraient être améliorés pour aider ceux qui vraiment veulent se lancer dans ce processus du retour? Alors, bonjour à tous. Merci à la Robe du Voyageur pour cette invitation. Alors, moi, quand je suis partie à Montréal en 2010, justement, parce que j'expérimentais le fait d'être diplômée et de ne pas trouver du travail en Martinique. Et c'est pas pour faute de ne pas avoir cherché, j'ai vraiment cherché. Mais à cette époque, j'étais diplômée en marketing international et aussi un marketing en administration des affaires. Et soit on me disait que j'étais trop diplômée ou que j'avais pas d'expérience. Donc, j'enchaînais de petit boulot en petit boulot. Et au final, je me suis dit, mais je connaissais mon potentiel et je savais que si je restais en Martinique, j'allais pas pouvoir l'exploiter. Donc, du coup, avec Pôle emploi, j'ai fait un projet de départ et je suis partie en 2010. J'ai démissionné à cette époque, je travaillais, j'avais un emploi stable, un CDI. J'ai choisi de démissionner parce que dans l'entreprise où j'étais, il n'y avait pas de perspective d'évolution. Donc, je suis arrivée à Montréal et tout de suite, j'ai trouvé un travail. Tout de suite, les choses se sont enchaînées très rapidement. Et mon désir, c'était vraiment de rester et d'expérimenter autre chose. Et là-bas, j'ai eu une reconversion professionnelle parce que j'étais dans cette recherche de mon excellence, de ce que je savais faire de mieux que personne. Et donc, du coup, je me suis reconvertie après des études en tant que coach en programmation neurolinguistique dans le développement personnel concrètement. Et au bout de quelques années, j'ai créé mon entreprise. En créant mon entreprise, j'ai voulu apporter mon savoir en Martinique et aux Antilles, en fait. Donc, du coup, je n'ai jamais coupé vraiment les liens puisque dès que j'avais des vacances, puisque j'étais aussi salariée, donc dès que j'avais des vacances, je revenais en Martinique pour proposer des ateliers, des conférences, du coaching. Et donc, en fait, ce lien avec les Antilles, je ne l'ai jamais coupé. Donc, de ce fait, le choc culturel, j'ai pas vraiment senti. Par contre, ce qui était très flagrant, c'est les différences de mentalité. Évidemment, être à Montréal, vivre à Montréal et revenir à Fort-de-France, en Martinique, forcément, il y a des différences, mais c'est de voir comment on s'adapte face à ces différences-là. Donc, c'est vraiment une question d'adaptation entre la Martinique et le Canada. Puis, par la suite aussi, ce que j'ai pu expérimenter en faisant du coaching à mes compatriotes, c'est que il y a un grand manque de confiance. J'ai bien aimé le discours de Monsieur Serranton. En fait, quand on parle de retour, on parle aussi ça part d'un départ psychologique, en fait. C'est vraiment un appel psychologique de se dire, moi, en tout cas, ça a été mon cas parce que je savais que j'avais ce désir de rentrer, mais matériellement, je me sentais pas apte de le faire. Donc, ça a pris des années à me dire, mais oui, je veux rentrer, mais donc c'était tout un travail psychologique et de préparation
intérieure avec moi-même pour me dire, OK, je rentre, mais je rentre pour faire quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Bon, ben, je vais chez qui? Est-ce que je vais chez mes parents? Donc, tout un tas de questions qu'il faut pouvoir répondre avant de quitter. Donc, si on parlait de préparation, ben oui, avant d'une préparation matérielle, il y a toute cette préparation psychologique auquel j'ai fait face. Et du coup, ça m'a pris quand même un bon 2 ans entre le jour où j'ai eu l'idée et le jour où j'ai pu concrétiser concrètement. Et malgré ça, ben moi j'ai quand même envie de créer de garder ce lien avec Montréal, donc créer des ponts parce que je pense qu'on a vraiment dans ces de ces deux pays, on a vraiment des compétences à pouvoir à mettre en commun. Il y a un apport certain entre la Martinique et Montréal. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'Antillais qui aiment aller à Montréal parce que ils veulent pas aller sur Paris. Ils préfèrent aller en Amérique du Nord. Et là, on se retrouve à Montréal. Mais merci pour ce travail que fait l'Arbre du Voyageur parce que quand on arrive, on est quand même expatrié, on arrive à Montréal et on est un peu perdu. Si on n'en connaît personne, on est perdu et puis ça, c'est pas les mêmes codes. Donc, en fait, il faut pouvoir s'adapter, connaître les codes et s'y adapter. Donc, merci à l'Arbre du Voyageur pour le travail qu'il fait. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Alain Viré, justement, l'an dernier, sur une conférence sur la reconversion professionnelle, parce que revenir au pays, souvent emmène une reconversion professionnelle. Et cette reconversion professionnelle, ça demande aussi un accompagnement sur place. Donc, c'est vraiment, je pense que au niveau recommandation, c'est tout un travail de préparation, de connaître les différents acteurs et puis aussi le réseau, comme on mentionnait tout à l'heure, la question du réseau est très importante. En fait, c'est pas qu'en Martinique qu'il faut absolument connaître les gens. En étant à Montréal, c'est vraiment dis-moi qui tu connais. Et en fait, la question du réseau est très importante, je pense, un peu partout. Donc voilà. Merci beaucoup, Marie-Noël, pour ce commentaire-là. On va se tourner du côté de Jennifer. Jennifer, qui est d'origine guadeloupéenne, elle est étudiante à Montréal depuis 4 ans en administration des affaires, spécialisation gestion des opérations et de la logistique à HEC Montréal. Et elle est d'ailleurs en fin d'année de son étude. Est-ce que, Jennifer, vous pouvez nous parler un petit peu de ce programme et des perspectives qu'il offre? Alors oui, moi, comme vous l'avez dit précédemment, je vais actuellement graduer en gestion des opérations de la logistique. C'est un domaine très vaste qui peut amener à plusieurs emplois comme acheteur stratégique, qui va plutôt être dans la négociation des prix avec des fournisseurs ou bien dans la planification de la demande ou bien dans la logistique plus précisément avec les transports. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis étudiante, donc je gradue cette année et bien évidemment, j'ai pas encore expérimenté le retour au pays comme certains de nos panélistes aujourd'hui. Et personnellement, je n'aspire pas à retourner en Guadeloupe, en tout cas pour l'instant. Alors, je vais pas parler de mon entourage, de mon expérience personnelle. Donc, de mon entourage, je suis vraiment l'une des seules et voire même la seule qui ne veuille pas retourner, qui n'aspire pas à retourner en Guadeloupe actuellement. Donc, comme M. Serranton et M. Dorville ont dit tout à l'heure, il y a peut-être un déclic et un désir de rentrer que je n'ai pas encore, que j'aurai peut-être dans quelques années, qui sait, je ne sais pas. Ce que je vois sur les réseaux actuellement, moi, c'est certaines personnes qui parlent, qui incitent les jeunes à revenir au pays, qui disent que s'ils reviennent pas, ils trahissent les siens, qui ne permettent pas de faire avancer le pays. Donc, bien évidemment, c'est une minorité, je ne fais pas de généralisation, mais il y a quand même, je trouve ça triste, il y a certaines personnes qui pensent comme ça. Donc là, je vais rejoindre tout ce que tout le monde a dit précédemment, c'est que chacun est libre de faire son choix. Et la question à se poser vraiment, c'est qu'est-ce que l'on veut réellement pour nous-mêmes? Et je pense que si actuellement votre réponse est je veux retourner sur mon territoire, je trouve ça bien qu'il y ait actuellement des organismes et des aides pour ce retour au pays. Alors, Jennifer, vous allez obtenir un bac, hein, parce que pour ceux qui nous suivent des Antilles, le diplôme du premier cycle qu'on obtient à l'université de Montréal, enfin, à l'université tout court au Québec, là, c'est un baccalauréat qui va être
en administration des affaires. Ce programme-là, vous avez des projets avec, une fois que vous obtiendrez ce diplôme, puisque vous finissez en mai, là. Vous allez Oui. graduer prochainement. Oui, exactement. Ben, je gradue en mai et comme j'aspire à rester au Canada et à Montréal pour l'instant, j'ai commencé des recherches d'emploi il y a quelques mois et ben, j'en ai trouvé un il y a quelques jours. Donc, je commence juste après ma graduation. Donc, en mai, je commence à travailler. D'accord. Alors, écoutez, on a entendu le partage, le témoignage de chacun sur cette question du retour. Enfin, la question du retour. Le processus, les défis, les enjeux, les logistiques qui sont mises en place. Moi, j'ai entendu qu'il faut, de la part de Pascal, hein, faut explorer une plateforme qu'on appellerait Retour au pays. Hein. Elle a lancé l'idée, créer une plateforme Retour au pays. La présidente de Aller Virer nous parle il y a un réseau maintenant qu'on appelle les virés. Alors peut-être faudrait consolider le réseau des virés, les virés qui vont accueillir les nouveaux. Voilà, plusieurs idées ont émergé, plusieurs solutions, plusieurs recommandations ont été proposées. La parole est à vous maintenant, chers internautes. C'est certain, je vais admettre Nadège, parce que Nadège est en train de répondre à plusieurs déjà messages qui sont rentrés et elle le fait si bien, mais je pense que ça serait intéressant que nos panélistes aussi entendent ces questions qui ont été posées, notamment Jonathan qui a réagi quand la présidente de Aller Virer avait fait mention du dépeuplement. Donc, il pose comme question, selon vous, quelles sont les raisons profondes de ce dépeuplement de la nouvelle génération chaque année en Guadeloupe et en Martinique? Est-ce que vous pouvez y répondre, Madame Pic? Alors, il y a deux choses. Alors, j'ai envie de dire. Déjà, il y a le départ, le dépeuplement. Donc, c'est le départ massif des personnes en âge de procréer. Donc, forcément, les personnes en âge de procréer partent. Donc, le repeuplement n'est pas assuré. Après, pourquoi les personnes partent? Alors, moi, je vais parler de mon cas, de ma génération. Dans ma génération, lorsqu'on avait le bac, la mode, on va dire, hein, c'était, bon, j'ai mon bac, je pars. Ça n'a pas été mon cas. Je suis pas partie tout de suite. J'ai fait mon BTS ici et je suis partie après mon BTS parce que je voulais quand même avoir un diplôme en poche avant de partir au cas où. Donc, j'ai envie de dire que c'est un effet de mode des fois. Après, ce qui pousse à partir, c'est que des fois, il n'y a pas forcément la formation que la personne souhaite faire. Donc, effectivement, il y a peut-être un problème là. Il faut et c'est dans notre projet, proposer des formations en adéquation avec les besoins qu'il y a sur notre territoire. Voilà. Selon moi, c'est ça la première cause. Hein. Est-ce que... Madame Ramaël et après Monsieur Siranton. Vas-y. Ok. Alors, je pense que c'est une question importante et plus qu'un effet de mode, c'est un effet historique, je pense. C'est un fait historique. Bon, je vais peut-être remonter un peu loin dans l'histoire, mais si on regarde le Bimidum, on peut remarquer que on était limite forcé à partir, en tout cas les Antillais étaient forcés à partir pour aller en France hexagonale pour aider en tout cas la France hexagonale. Et donc c'était limite vu comme un Eldorado de partir dans l'hexagone. Je ne sais pas si c'est resté dans les mentalités, mais je pense qu'il y a quand même des poussières de cet Eldorado. Et pour prendre mon exemple, lorsque j'étais au lycée, une formation aux Antilles était beaucoup moins valorisée qu'une formation en France. C'est-à-dire que faire une prépa antillaise, c'était voué à l'échec. Je n'allais pas avoir une très bonne école si je l'avais fait. Et je pense qu'il y a aussi ce processus mental à déconstruire dans les universités, dans les lycées, pour valoriser les parcours aux Antilles. Il y a des associations qui commencent à le faire d'ailleurs, comme Educari pour ne pas la nommer, mais je pense que c'est important de montrer que
qu'il y a des formations importantes aux Antilles qui donnent des savoir-faire, comme l'école d'ingénieurs de Guadeloupe, par exemple, aussi. Et donc, ça c'est peut-être l'un des processus mentaux à briser dans la tête des Antillais. Montrer que c'est possible de réussir ici. Le deuxième point, ce serait mettre en place des formations ou en tout cas donner à voir quel type de formation serait adapté aux besoins des Antilles. Je crois que c'est, je sais plus exactement, mais qui disait que faire de l'aéronautique en Martinique et en Guadeloupe, bon, c'est peut-être pas la voie qui va nous donner le plus d'opportunités. Peut-être qu'en Guyane, mais en tout cas, Martinique et Guadeloupe, ce n'est peut-être pas cette voie-là. Donc, donner à voir quel type de parcours pourrait nous permettre d'exercer par la suite en Martinique et en Guadeloupe. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire en amont avant même d'arriver en France hexagonale, se dire par quel parcours je peux passer, quelles sont les structures en place, qu'est-ce qui existe pour que je reste soit en Martinique ou que je puisse retourner par la suite. Quels sont les domaines, quels sont les secteurs qui peuvent s'ouvrir à moi. Donc, voilà, pour répondre à la question. Oui, alors merci. Donc effectivement, hein, donc on est en phase avec ceux qui ont témoigné un peu avant moi sur cette question. J'aimerais juste apporter quelques éléments de précision pour dire que déjà le BUMIDOM, c'est pas si loin que ça, Maëva, puisque je pense que bon, on parle de peut-être pas tes parents, mais en tout cas mes parents. Hein, 81, ça c'est en 81, ouais, donc c'est pas si loin que ça. Ouais. C'est mes parents, hein, exactement. Donc, c'est pas plus une génération. Et si tu veux, pour abonder dans ce que tu disais, moi, j'ai échangé beaucoup avec des… Le fait d'être président de l'association à Livigny, les gens viennent spontanément discuter avec toi et te donner des éléments très concrets. Et j'ai appris des choses dans le parcours, dans les témoignages qu'on a reçus de l'association, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui te disaient, dans les années 80, le BUMIDOM, c'était pas un effet de mode, c'était parce que c'était dans le cadre de l'ascenseur social. C'est-à-dire que, en fait, il arrivait un moment que les Français hexagonaux, ils voulaient plus faire certains types de métiers. Par exemple, être facteur, travailler dans les banques, guichetiers, etc., être à la RATP. Donc, en fait, il fallait trouver une main-d'œuvre française pour permettre justement d'exercer ces petits métiers dans les grandes villes. Et comme il y avait un problème d'emploi lié au développement des îles à l'époque, hein, si vous regardez les documentaires de l'INRA, vous allez voir Pointe-à-Pitre aux années 60-70, c'est abominable. Pointe-à-Pitre, c'était une espèce de bidonville un peu à ce qu'on trouve actuellement à Jacmel ou alors ailleurs dans des pays pauvres. Et en fait, il n'y avait pas de perspective visuellement. Et il y a un choc culturel quand on descendait de l'avion et qu'on partait entre les années 70-80 pour arriver en France et voir quelque chose de structuré, etc., que les gens se disaient déjà qu'ils étaient dans la vie. Et la deuxième chose, c'est que quand ils partaient, les parents n'expliquaient pas les peines et les misères qu'ils rencontraient. Parce qu'ils disaient, va en France, c'est mieux. Parce que extérieurement, c'est mieux. On ne voyait pas la misère qu'il y avait dans les foyers et les difficultés sociales, culturelles, le rapport entre le blanc et le noir, pour parler franchement, identitaire qu'il y avait là-bas, c'était vraiment très, très chaud. Il y a autre chose aussi qui a contribué pour alimenter ce que vous venez de dire. Moi, j'ai échangé avec un expert comptable retraité qui me disait que dans les années 80, jusqu'à dans les années 90, quand les experts comptables soumettaient leur mémoire d'expertise après les avoir fait en Guadeloupe, dans les années 80 plutôt, eh bien, ils s'apercevaient qu'ils avaient très, très peu de lauréats. Il y avait très peu donc, qui arrivaient à obtenir leur expertise. Et il a fallu qu'ils se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait un travail d'instructeur, j'ose le dire, hein, qu'on regardait même pas les mémoires des prétendants aspirants qui avaient pourtant fait des études, suivi le même cursus. Comment ils se sont aperçus de ça? Puisqu'ils avaient fait une démarche à l'époque avec un politique. Ils s'étaient dit, bon, ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que la moitié d'entre nous, vous allez soumettre votre mémoire en Guadeloupe, et l'autre partie, vous allez en France hexagonale, soumettre le même mémoire d'expertise comptable, et on verra combien d'entre vous allez être lauréats. Ils se sont aperçus qu'il n'y en avait aucun en Guadeloupe qui avait été nommé.
et qu'en France hexagonale, ben, pratiquement les trois quarts d'entre eux avaient eu et avec d'excellentes notes. Pourtant, c'était des élèves qui avaient suivi la même scolarité. Donc, il faut dire qu'à cette époque, parce que c'est plus le cas hein, actuellement en Guadeloupe, c'est plus du tout le cas. À cette époque, il y avait une forme de destruction, de déconstruction, de dévaluation de la formation guadeloupéenne. Et c'était pas simplement on va dire dans la notoriété, c'était aussi, on ne permettait pas à la Guadeloupe de se développer. C'était pareil en Martinique, je vous l'assure. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne, pour répondre et étayer un peu ce que disait Maëva, un problème que nous avons aussi en Guadeloupe, pourquoi il y a autant de basculements? C'est parce qu'en fait, effectivement, dans la formation des enfants, et très tôt, il y a un dispositif d'orientation qui pour être équitable par rapport à ce qui se passe dans l'Hexagone et qui pose des problèmes partout, en fait. Hein. C'est pas seulement en Guadeloupe, c'est partout dans toutes les zones rurales. C'est le dispositif d'orientation du conseil d'orientation. Vous voyez le conseil d'orientation à partir de la 5e au collège, qui va vous donner une information par rapport à vos relevés de notes, etc. C'est un psychologue, mais il fonctionne avec des fiches qui sont standardisées et nationalisées. C'est-à-dire que quand il va vous regarder vos notes, il va vous dire, ah, t'es bon en maths, ben, va faire des études d'ingénieur, t'es bon en français, ben, va faire des études de ceci, tu peux faire pharmacie, tu peux faire ci. Et en fait, à aucun moment, on va demander à l'enfant, on va programmer l'enfant pour que dans sa tête, on lui dise, mais en fait, ton pays a besoin de ça. En fait, dans ton pays, il y a ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enfant, en fait, il va se construire son esprit depuis 12 ans, 13 ans, jusqu'à 17 ans, quand il va prendre sa décision de partir, autour d'un projet qu'il n'aura pas territorialisé. C'est-à-dire, à aucun moment, il se sera dit, ce projet-là, ça peut fonctionner là où j'ai envie de vivre. Et il va mettre en place ce projet pendant des années, jusqu'au jour où il se dit, mais oh, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas chez moi, je veux rentrer. Sauf qu'il se rend compte qu'il n'est pas outillé pour rentrer. Et dans le même temps, tu as d'autres personnes qu'on leur dit qui rêvent en se disant qu'ils voient des opportunités économiques sur le territoire guadeloupéen et martiniquais et qui s'y installent, qui développent des activités économiques dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans le développement durable, dans l'industrie, etc. Tout ça parce que nos enfants n'ont pas été correctement préparés à ça. Et cela, ce n'est pas aux associations de le faire, je suis désolé, là on va pas être d'accord. Ce sont aux collectivités locales de le faire. C'est une politique publique, ça s'appelle la gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences territoriales. Chez nous, cette politique publique est menée par les CARIF-OREF, qui sont des organismes satellites des régions. Et il faut dire ce qui est, aujourd'hui, ces organismes-là, mais ils dysfonctionnent. Ils dysfonctionnent dans le sens où ils ne jouent pas assez leur rôle auprès des étudiants du collège. Et nous, en tant qu'association, on a ce travail de lobbying à faire pour que ces organismes, on va les contrôler, on va les harceler pour qu'ils interviennent dans les collèges, pour que ces gens-là qui sont des salariés du service public puissent intervenir et faire leur mission. Et ça, Okay. la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, je termine, c'est la clé pour qu'un territoire se développe et tous les territoires ruraux de France connaissent les mêmes problèmes. Il y a énormément de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de tout répondre, mais j'aimerais pas frustrer nos internautes qui nous suivent. Alors, la prochaine question, pensez-vous que le travail est l'unique raison de ce refus de revenir? Qui veut y répondre? Je prends la parole. Anne-Emmanuel, peut-être que tu as des éléments aussi dessus. Allô? Oui, oui, tout à fait. Donc, est-ce que le travail est l'unique raison de ce refus de revenir, selon vous? Alors, pour moi, le refus de revenir, alors c'est la raison principale, puisque sans travail, on n'a pas de revenus, voilà, c'est un enchaînement. Mais notre enquête a montré a montré l'inverse. Les motivations au retour au pays, les motivations sont d'ordre familial, le rapprochement, se rapprocher de sa famille. De plus en plus de personnes souhaitent développer une activité pour faire progresser la Martinique, contribuer au développement de la Martinique. Donc voilà. Je dirais que le travail, c'est le premier frein. Voilà. Mais ce n'est pas le seul. Okay. Alors, il y a une autre question. Avez-vous une étude sur les jeunes revenus au pays et repartis de nouveau?
Si oui, quel serait le pourcentage qui repart et pourquoi ils repartent? Alors, nous, de notre côté, on n'a pas cette étude-là. On n'a pas, voilà, mais après, on sait combien de jeunes qu'on a, combien de familles qu'on a accompagnées, qui sont rentrées et pour qui ça s'est bien passé. D'accord. Est-ce que, Monsieur Séranton, vous n'avez pas non plus de statistiques à ce niveau-là, hein? Non, alors on n'a pas de statistiques à ce niveau, mais c'est vrai que comme j'avais lu aussi l'enquête à Léviré, la nôtre aussi, on a eu des témoignages. Alors c'est pas d'études, je sais pas, ça n'a pas la valeur d'études, mais c'est vrai que souvent l'échec du retour au pays, c'est comme le disait Satiam tout à l'heure, c'est souvent dû à l'impréparation. Ou alors parfois vous avez aussi que des gens qui sont partis en France hexagonale, ils se sont alliés avec des non-guadeloupéens et non-martiniquais. Ou par exemple, un Guadeloupéen s'est marié avec une Nigériane ou bien une Auvergnate, voilà. Et le conjoint ne s'est pas forcément adapté et n'a pas supporté l'éloignement avec le nouveau territoire. Vous avez aussi des choses qui sont des attentes aussi. Par exemple, vous avez au niveau des personnes qui sont parties de l'Hexagone, et ça, c'est un frein autant qu'une réalité. Ils pensent que dans l'Hexagone, on leur vend un salaire avec des revenus. Et ce salaire, quand ils reviennent ici, il est moins élevé. Mais ça, c'est logique parce que moi, c'est un phénomène qu'on appelle au niveau de notre association le mirage métropolitain qui vous berce d'illusions. Et si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure. Mais qui vous met dans d'autres difficultés, et notamment le haut revenu. Il est largement compensé, par exemple, vis-à-vis de la question du coût du logement, puisque en outre-mer, l'accession à la propriété, c'est beaucoup, beaucoup moins cher que quand on est sur une métropole, Paris, Marseille, Bordeaux, etc. Voilà. Alors, Oui, une autre voilà. question. Allez-y, madame. Je voulais rebondir sur la question du salaire. En fait, notre étude a montré aussi que certaines personnes sont revenues, elles ont accepté de baisser leur salaire, ok, mais elles ont gagné soit en cadre de vie, donc effectivement le salaire, la qualité de vie en Martinique, et d'autres ont baissé leur salaire, mais ont pu retrouver leur même niveau de salaire 2 ans plus tard, par exemple. Donc voilà, c'était juste pour appuyer ce que disait M. Séranton. OK. L'autre question, c'était que pensez-vous du sujet lié au pistonnage de personnes non ou peu légitimes sur la base des compétences à des postes à haute responsabilité? Est-ce un mythe ou une réalité? Si c'est une réalité, que faites-vous pour lutter contre cela? Et si c'est un mythe, pourquoi persiste-t-il? Alors, je pense que ça prendrait un autre débat, ça, une autre table ronde. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. Mais moi, je voudrais juste dire, alors que c'est ce qu'on appelle les filons. Ouais. C'est que, en fait, c'est pas, moi, je n'appelle pas, c'est vrai que le filon, c'est basé sur une incompétence de quelqu'un qu'on met à un poste donné. Sauf que nous, on fait un travail de réseau. Donc, c'est que les personnes qui sont à la recherche, elles nous font savoir qu'elles sont à la recherche. Par exemple, moi, je vais donner l'exemple de ce que fait l'association Alévry. Je ne sais pas si à Lévin, il le fait. Nous, on reçoit souvent, pratiquement tous les jours, des CV de personnes qui recherchent un emploi. Eh bien, moi, l'association Alévry transmet le CV des personnes qui sont à la recherche à tous les recruteurs avec qui on est en contact. Voilà. Donc ça, c'est pas du filon. Et si le recruteur, il est intéressé par le profil, effectivement, il va prendre contact avec la personne. Donc moi, j'appelle ça plutôt du réseau. Il faut faire savoir qu'on est à la recherche pour qu'on puisse penser à nous et voilà. Trouver, alors, je vais juste apporter un élément complémentaire. Je suis tout à fait d'accord avec Annie Manel. C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est monter du réseau. Nous, on fait à peu près la même chose. Et on reçoit aussi régulièrement énormément d'offres d'emploi avec tout type de niveau. Par exemple, le dernier webinaire d'Alévigny, on a discuté avec le DRH du groupe Bernard, alors c'était Barboto. Pour les personnes qui n'y croient pas, alors un salaire de cadre en Guadeloupe dans ce groupe-là, par exemple, c'est entre 30 et 100 000 euros bruts par an. Donc, c'est pas des petits salaires. Et la deuxième chose aussi c'était juste pour casser l'idée reçue sur les salaires des cadres en Guadeloupe. Par contre, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, en Guadeloupe, vous avez autre chose qui se passe, c'est que vous avez énormément de TPE.
Par exemple, on a vu, là, on a 2 chefs d'entreprise avec nous, peut-être plus parmi les panélistes. C'est des entreprises à taille humaine. Donc, souvent, ils vont faire confiance à des personnes qui sont assez proches d'eux parce que leur entreprise, ça va être souvent géré par leurs propres parents, leur famille, etc. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Comme on doit transmettre ou alors développer une entreprise familiale, eh bien, c'est maintenant, ça va être la génération des jeunes Guadeloupéens et Martiniquais qui sont partis faire des écoles de commerce et tout ça, qui sont une logique de développement, de franchise, etc. pour des entreprises familiales. Moi, je discutais dernièrement avec un chef d'entreprise, la Casa Animale, pour ne pas la citer, qui est une entreprise de distribution de produits pour animaux. Mais le père, au moment où il voulait transmettre son entreprise, il me disait, ouais, bon, il en avait un peu marre, il allait partir à la retraite. Son fils était parti faire des études dans une grande école de commerce. Et après, il me dit, mais son fils est revenu, il a dit, non, mais papa, on va développer l'activité. Et en famille, ils sont en train de développer l'activité, mais avec les compétences que l'enfant a récupérées dans les grandes écoles à l'étranger et des connaissances qu'il a emmagasinées. Et bien maintenant, il développe l'entreprise en recrutant à l'extérieur de la famille. Et j'ai plusieurs entreprises comme ça, je ne vais pas toutes les citer, ASP, enfin bref, d'autres grands groupes guadeloupéens qui sont en train de se structurer comme ça, avec d'une génération à l'autre, où les enfants reviennent et développent. Donc c'est ça, les entreprises familiales ont du mal à recruter à l'extérieur et ont du mal à faire confiance à des personnes qu'ils ne connaissent pas, mais ça, c'est en train de changer et c'est un travail que chacun est en train de faire à son niveau. Ok, j'ai une question qui a été posée à Stéphie, qui disait, ça vient de Kiyunana, qui pose comme question à Stéphie. Alors Stéphie, donc en fait, de ce que je comprends, en fait, les gens retournent en Martinique et Guadeloupe sans passer par LinkedIn, Indeed, voire même aller virer, pensez-vous? Je ne sais pas si c'est bien ainsi, je dois lire la question. Et si oui, quel est le pourcentage de cette population qui ne ferait pas cette recherche, cette veille? Alors, moi, je ne connais pas le pourcentage, mais je pense que ce que Stéphie, c'est la chargée de mission de l'association Aléviré, Stéphie Salpêtrier. Ce que je pense qu'elle a dû répondre à la personne, moi, je ne suis pas sur le live, je n'ai pas vu. Elle a dû dire qu'il faut effectivement préparer son retour au pays pour que le retour soit réussi. Comme on l'a dit tout au long de ce live. Donc, effectivement, pour une bonne préparation passe par, de nos jours, la mise à jour de nos réseaux sociaux. Et quand on cherche du travail au pays, la porte d'entrée, je vais dire, la première chose à faire pour optimiser sa recherche d'emploi, c'est je pense, se créer un profil LinkedIn. LinkedIn, c'est la plateforme sur laquelle l'ensemble des professionnels est présent. Une fois qu'on a créé la plateforme, on va rechercher le profil LinkedIn, on va se connecter à des personnes qui appartiennent à notre domaine. Par exemple, moi, je suis dans les ressources humaines. Si je cherche un travail en ressources humaines, je vais me connecter aux responsables formation de telle entreprise, au DRH de telle entreprise, voilà. Et puis, il faut aller à l'audace aussi. Faut pas avoir peur d'aller vers le recruteur, sur LinkedIn, par exemple, et lui dire, écoutez, moi, j'ai telle compétence, j'ai tel projet, je pense que je pourrais apporter ça à votre entreprise. De toute façon, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc, il faut se faire valoir, il faut faire valoir ses compétences, il faut se faire connaître, faire savoir qu'on est là, qu'on est à la recherche, et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de préparer son retour et effectivement, bon, c'est pas obligatoire de créer un profil LinkedIn, mais c'est recommandé, je pense. Voilà une autre question. Pourquoi n'existe-t-il pas un dispositif permettant de prioriser les embauches des personnes nées aux Antilles et souhaitant y retourner avant d'aller chercher d'autres profils? Cela existe en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Est-ce que vous avez une réponse à donner à Magali? Alors, moi, c'est un peu mon domaine professionnel. Ben, tout simplement, Magali, parce qu'on n'est pas dans le même statut que la Nouvelle-Calédonie. Exact. Et le statut ne nous permet pas d'avoir ce que les néo-calédoniens ont, ça s'appelle les lois de pays, qui leur permettent justement d'avoir on est ce qu'on appelle dans le droit commun français. Alors, par contre, à côté de ça, il y a quand même des avancées. Par exemple, au niveau de la fonction publique, très récemment, par le travail parlementaire, il y a aussi le lobbying qu'on a fait au niveau des parlementaires. Il y a ce qu'on appelle le nouveau dispositif qui s'appelle le concours national à affectation locale,
C'est-à-dire qu'auparavant, quand on passait un concours de la fonction publique, eh bien, on était obligé de passer d'État, on était obligé de passer par la France hexagonale avec certaines difficultés. Maintenant, nous avons un dispositif qui vient tout simplement d'être créé et qui permettra, par exemple, que vous puissiez passer certains concours de ministère directement pour être affecté dans les directions déconcentrées. Ensuite, en ce qui concerne la fameuse préférence à l'embauche, ça, c'est quelque chose qui ne pourra malheureusement pas exister dans le statut dans lequel on se trouve actuellement. Mais simplement, nous, les associations, on fait beaucoup de lobbying parce que malgré tout, quand une entreprise recrute à l'étranger, quelqu'un que, comme nous disait tout à l'heure, Madame Herblon, qui disait que, en fait, quand on recrute quelqu'un qui n'a pas les mêmes repères culturels que nous, ben c'est simple. Et l'entreprise a beau dérouler le tapis rouge, voiture de fonction, salaire mirobolant, logement de fonction, etc. Très régulièrement, ces personnes-là n'arrivent pas à s'adapter pour la majeure partie d'entre eux. Et en 2 sur 3, on va dire, ben, quittent le pays. Et l'entreprise a perdu son capital humain, toutes les formations, tous les moyens qu'elle investit dans la personne, tout simplement parce qu'elle a préféré choisir quelqu'un de l'Hexagone ou d'ailleurs, et qui n'aura pas réussi à s'intégrer parce que malgré tout, c'est quand même quelque chose de s'intégrer 1000 km de chez soi. Donc, je pense que ce travail aussi se fait et les chefs d'entreprise ont conscience aujourd'hui que s'ils veulent investir et parier sur l'avenir, le développement de l'entreprise, ça passe par les Guadeloupéens qui connaissent le marché, qui connaissent les habitudes de consommation, qui connaissent Guadeloupe et Martinique, en tout cas les endogènes, qui connaissent leurs problématiques locales et qui sont décidés à s'inscrire dans une vie durable et à long terme sur leur territoire. Waouh, vous savez, ça prendrait une autre table ronde. Il y a énormément de choses à dire de nouveau sur ce sujet. On s'entend, il s'agissait de faire un état des lieux aujourd'hui. L'heure est arrivée, on ne peut pas aller au-delà parce qu'il faut aussi... les gens sont trop connectés, là, c'est long après sur un virtuel. Mais on remercie, je vous remercie tous en fait de votre présence. Donc, merci beaucoup à Pascal d'avoir été là pour partager son témoignage d'expérience de retour, comment elle a vécu et puis les conseils qu'elle a donnés. Son idée a été entendue. Il y a eu beaucoup de commentaires dans les chats. Je ne sais pas si vous êtes allé regarder un petit peu ce qui s'est écrit dans le chat, mais en tout cas, là, l'idée de Pascal d'avoir une plateforme qui s'intitule Retour au pays serait à explorer. En tout cas, merci beaucoup Pascal. Je voudrais souligner ce point par rapport au commentaire qui a été donné. Satiam nous a déjà quittés parce qu'il avait d'autres obligations et merci encore d'avoir été présent. Je vais également remercier Jennifer qui a partagé ses commentaires sur cette question du retour et de ses perspectives, qu'elle prévoit pour l'immédiat. Et on le comprend et ça lui appartient et on le respecte. Alors, merci beaucoup Jennifer d'avoir pris part à cet échange. Merci. Et bon succès cette année. Bonne chance et pour les examens. Vraiment bon. Voilà. Je vais aussi remercier Marie-Noël d'avoir partagé ses commentaires et qui, elle a trouvé une autre façon pour que le retour au pays soit un peu constant. C'est un retour constant. Exactement. Et qui est gagnant-gagnant. Voilà. Alors, avant de donner la parole à notre auteur, parce que il y a effectivement plusieurs commentaires qu'elle a dû aussi donner pour éclairer certaines questions. Je voudrais rappeler que l'ouvrage est accessible sur plusieurs plateformes. Je vais afficher d'ailleurs les différents moyens vous pouvez accéder pour vous procurer l'ouvrage de l'auteur. Donc, vous avez le site de Amazon.fr et pour la Guyane et la Martinique, il y a aussi le site sur WizEvent.
Et il y a également 3 points de vente de la Librairie Générale, Bémao, Le Moule et Basse-Terre qui sont des lieux où vous pouvez vous procurer l'ouvrage. Alors, j'aimerais, avant de clôturer, faire la plénière, laisser une dernière fois à Madame Assaha l'occasion de s'exprimer de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, là, de ce qu'elle a entendu, les questions qui ont été posées. Je la laisse. Je vous remets la parole, Madame Sarah. Alors, je vais essayer d'être courte, hein, puisque je sais qu'on est dimanche et que on a tous nos occupations. Simplement pour conclure, j'aimerais simplement dire aux gens qui nous suivent de se donner en fait les moyens d'atteindre leurs objectifs. Si vous avez envie de rentrer en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, donnez-vous les moyens d'atteindre cet objectif-là. Et quand c'est fait, n'abandonnez pas au premier obstacle. On parle souvent du retour au pays comme étant un obstacle insurmontable, quelque chose d'infranchissable, mais au final, on parle de quoi? On parle de rentrer là où, justement, on a notre attache, là où, comme on dit en créole, là l'on quand nous terrer. Et ça ne devrait pas justement être quelque chose de compliqué en soi et à prendre comme quelque chose comme une fatalité quand on n'y arrive pas. Bien au contraire. Et c'est ce que j'ai démontré justement à travers mon livre. Je suis passée par énormément d'échecs, mais au final, j'ai réussi à m'insérer. Donc, ça va pas être facile au début. Vous allez passer par des moments qui ne sont pas simples, mais n'abandonnez pas parce que vous trouvez tel ou tel obstacle qui va vous empêcher d'arriver au bout de votre objectif. Donc, j'encourage vraiment toutes ces personnes qui sont dans ce processus de rentrée, de faire le nécessaire, de se rapprocher donc des associations qui ont été présentées ici et là. Et quand elles partent, on a par exemple l'Arbre du Voyageur qui mène une mission extraordinaire à Montréal, de ne pas hésiter justement. Le rayonnement de la Guadeloupe peut se faire à la fois sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, peut se faire à la fois sur le territoire, mais également à l'extérieur. Pour avoir travaillé dans le milieu diplomatique, je sais exactement comment on peut faire pour rayonner quand on est à l'étranger. Et j'encourage vraiment tous ces jeunes, où vous soyez, à vous donner les moyens de vos objectifs et de ne jamais justement abandonner au premier obstacle. Et puis un instant promo, voilà, vous avez vu, vous pouvez trouver mon livre sur Amazon, Apple Books, la Librairie Générale en Guadeloupe. Et si jamais vous avez des difficultés, j'ai mis mon numéro de téléphone dans le chat. Merci encore pour la qualité de vos interventions. Et merci vraiment, Sabine, pour le travail que tu fais, pour ce temps que tu prends. Je sais que ce n'est pas facile. On est dimanche aujourd'hui. Merci pour ce temps que tu prends pour justement parler de ces thématiques qu'on n'entend pas justement beaucoup parler, en tout cas de cette manière. Et merci à toutes les associations présentes, Yann, Anne-Emmanuel, Marie-Noël, et tout ce que vous faites, Maëva, tout ce que vous faites, Jennifer, et tout le monde, vraiment, Pascal, Satiam. Merci pour ces échanges. Et j'espère qu'au-delà du virtuel, un jour, on aura cette opportunité de se rencontrer au-delà de nos écrans respectifs. Merci encore. Avec plaisir, chère Nadège. Ça a été pour moi vraiment une grande joie d'avoir organisé cette table ronde et surtout de lancer ton ouvrage, parce que il s'agit de ça aussi, de lancer l'ouvrage qui a été publié pour que la communauté antillaise qui vit à Montréal et au Canada puisse se le procurer à distance, bien sûr en virtuel. Alors, la question qui avait été posée, puisque c'est Madame Sarah qui souhaitait que le thème de cette table ronde soit ainsi, je vous lance la question et ne prenez pas trop de temps pour y répondre. Allez-y rapidement. Le retour au pays, une cause noble ou une propagande? Qui répond? Madame Pic? Je vous laisse parler. Ou Madame ou Anne-Emmanuel, comme vous voulez. Alors, Madame Ramael, allez-y. Alors, je pense que c'est à la fois les deux. Un mot. C'est compliqué là. Parce que finalement, cause noble, oui, parce qu'il faut revenir pour relancer l'économie. Il faut revenir parce qu'on veut que nos enfants grandissent dans des endroits propices. Mais il ne faut pas non plus que ça soit une obligation et une pression. Parce que, comme le disait Nadège, on peut rayonner aussi à l'international. Et donc, je pense qu'un jeune qui veut retourner au pays, qu'il retourne, mais un jeune qui n'est pas et qui ne veut pas retourner au pays, il peut quand même œuvrer pour la Martinique et pour la Guadeloupe à travers d'associations. Et ça, c'est pour moi important aussi de le notifier, qu'il ne faut pas que ça soit utilisé comme un moyen de pression pour qu'on se sente obligé de retourner. Deuxième point, propagande. Je finis. Propagande, c'est assez fort. Donc, c'est peut-être, il faudrait retourner au pays pour l'économie, mais c'est assez fort de dire propagande, bien que toutes les associations ici présentes font quand même une propagande pour retourner au pays, parce que c'est important et on a le constat
que la population est en décroissance. Plus qu'en décroissance, elle est aussi vieillissante. Donc oui, il faut aussi y penser pour savoir quel serait l'avenir de nos territoires par la suite. Et je m'arrêterai là, je ne continuerai pas. Oui, Madame Pic. Alors, ben, moi, c'est comme j'ai un petit peu le même avis que Madame Ramael, c'est les deux, parce que nous défendons une cause noble, le retour au pays, pour développer le pays, mais en même temps, fort de son succès, puisqu'on a beaucoup de retours positifs quand même, ça peut s'apparenter à de la propagande, les différentes actions que nous mettons en place, mais quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Donc, pour moi, c'est les deux. Mais ça part déjà d'une cause noble. Monsieur Serranton? Pourquoi on ne peut pas faire d'une cause noble, de la propagande d'une cause noble? Hein, Nadège? Moi, je pense qu'à la base même, l'idéologisme et le partage d'idées en politique, c'est sur des fondements nobles. C'est l'intérêt du citoyen, l'intérêt de la société. Et pour ma part, ben, je considère que je fais de la propagande d'une cause noble avec l'association Alévini, d'accord, autour du retour au pays. Et on est aussi ensemble sur quelque chose, un enjeu stratégique. Qu'est-ce qu'on veut pour notre Guadeloupe, notre Martinique, notre Réunion, notre territoire ultramarin de demain? Et qu'est-ce qu'on veut dire, bon, ben, ça s'est passé comme ça, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive à ça ou ça? Quel était mon rôle dedans? Moi, personnellement, j'ai fait de la propagande. Et je me suis battu aussi autour d'une cause noble. Voilà. Marie-Noël? Alors, moi, j'ai envie de répondre, comme on dirait à Montréal, oui. Donc, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire. Oui et non. En fait, il y a pas on peut pas répondre par une simple réponse, en fait. C'est vraiment, en fait, j'aime beaucoup ce qu'a dit Monsieur Serranton. Pourquoi on peut pas faire une cause noble, une propagande? Donc, moi, je seconde ces propos parce que tout simplement que à partir du moment où on le ressent, le retour au pays, ben, il faut y aller. Et comme disait Madame Pic, ben, avoir de l'audace, oser frapper à la porte et y aller. Donc, pour moi, c'est les deux. Merci. Je vais demander à Jennifer son point de vue. Mais je vais rejoindre un peu ce que tout le monde a dit. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a vraiment des nuances. Donc, je pense que peut-être le mot propagande est un peu fort. Mais c'est sûr que, ben, voilà, comme on a dit. Comme on a dit, ceux qui veulent rentrer, ben, c'est vraiment une cause noble de pouvoir rentrer dans son pays et qu'il y ait des associations qui les accompagnent. Je trouve ça vraiment bien. Et ceux qui veulent ben, rester à l'étranger, réunionner à l'étranger, c'est bien aussi. Voilà. Parfait. Alors, écoutez, si on doit revenir sur tout ce qui a été dit, moi, je ferai une plénière en disant que autant que le retour, qu'il soit possible ou fantasmé, qu'il soit mis en œuvre, qu'il soit retardé, qu'il soit abandonné, eh bien, toutes les personnes qui ont fait le choix d'aller vers ce processus doivent se poser la question, doivent se préparer, doivent s'organiser. On a parlé du réseautage, doivent effectivement faire une observation pour regarder qu'est-ce qui est le plus approprié dans ce processus du retour. Et c'est une aventure pour certains, ça pourrait être pour d'autres un cheminement. Il y aurait aussi certains qui vont vivre de l'échec ou de la frustration, mais avant tout, le retour au pays, c'est regagner un cadre de vie, c'est regagner sa place dans son pays d'origine, et c'est aussi se reconstruire, hein. On s'entend ça, hein, c'est se reconstruire. Et cette reconstruction va passer par différentes phases. Une reconstruction qui va aider à l'individu, qui sera aidée par vos présences, hein, pour permettre que il y ait un sentiment de contribuer en fait à la société à laquelle on décide de revenir. Alors, je pense que on fera une autre table ronde parce il y a encore d'autres points, il y a d'autres points, mais vraiment merci beaucoup. Merci à tous les internautes qui étaient là, qui ont posé des questions, qui ont apprécié
cet échange. Il s'agissait de faire un état des lieux. Donc, comme l'a dit Madame Assaha, il ne s'agit pas de dire aux gens revenez. C'est chacun qui doit sentir en soi comment il se sent prêt à le faire ou comment il peut, tout en étant à distance, continuer à œuvrer pour faire rayonner son pays d'origine. Alors, merci vraiment à tous d'avoir participé à cette discussion qui était fort enrichissante. Vous avez les points de vente pour vous procurer de l'ouvrage de Madame Assaha. Puis nous, l'Arbre du Voyageur, vous restez connectés. Nous avons plusieurs activités qui s'en viennent. D'ici le mois prochain, on a une nouvelle activité. Alors, restez connectés et au plaisir de vous retrouver. Bon appétit à tous et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.